C'est quoi le point commun entre Tarantino et Alexandre Arcadi? Bah les pieds noirs. Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler d'un nanar d'un genre particulier, le nanar pieds noirs, et ce à travers le film Le Grand Pardon 2, réalisé par Alexandre Arcadi et sorti en 1992. Attention, il s'agit bien du Grand Pardon 2, le Grand Pardon 1, ou le Grand Pardon tout court d'ailleurs, est plutôt un bon film, et si on le compare au nanar susnommé, frise même le chef-d'œuvre. Bon, avant de parler du film, en préambule, on va un peu évoquer le cinéma et les pieds noirs. Alors, la définition des pieds noirs. Vaste sujet un peu compliqué. Alors, je vais faire un peu de simplification parce que, voilà, tout le monde n'est pas d'accord. Les communautés concernées elles-mêmes ne sont pas d'accord. Donc, je vais vous donner une définition et puis on fera avec. Alors, les pieds noirs, c'est ainsi que qu'étaient désignés les Français européens partis en Algérie à partir de 1830 afin de former une colonie de peuplement. Voilà. Ils sont restés sur place jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, donc en 62, et de 62 à 65, ils sont revenus, ou venus pour la plupart d'entre eux, en France. Voilà. Alors parmi ces rapatriés, qui étaient au nombre d'à peu près 1 million de personnes, figuraient à peu près 100 000 juifs. Des juifs d'Algérie, qui contestent également cette appellation de pieds noirs, d'ailleurs qui n'avait rien de très sympathique, qui était plutôt péjorative. Mais donc ces juifs d'Algérie, qui étaient là avant ces Français d'Europe, avant qu'ils arrivent en 1830, et les juifs d'Algérie étaient là pour certains depuis le 2e ou 3e siècle, donc ces derniers récusent l'appellation de pieds noirs, estimant qu'ils n'ont pas de racines communes et culturelles avec ces Français venus d'Europe, et préféraient aujourd'hui qu'on les appelle des juifs berbères. Bon. Je ferme la parenthèse, c'est un sujet un peu compliqué. Moi personnellement je parlerai de pieds noirs et de juifs pieds noirs par simplification, ne m'en veuillez pas. Bon, alors les pieds noirs et le cinéma, c'est, contrairement aux idées reçues, c'est pas le grand amour. Il n'y a pas eu énormément de films traitant de cette communauté. Alors, le tout premier s'appelle La famille Hernandez et fut réalisé par Geneviève Bellac en 1965 d'après sa propre pièce de théâtre. Pièce qu'elle crée en 1957 avec dans les rôles principaux Robert Castel et Lucette Sahuquet, son épouse. On y reviendra tout à l'heure à Robert Castel. Alors c'était un film qui parlait de la douceur de vivre d'une famille française dans l'Algérie d'avant les événements. Voilà, donc on était plutôt sur quelque chose de léger, une comédie. Et puis, il n'y aura plus rien pendant près de 15 ans. Alors pourquoi cette absence des écrans Eh bien parce que les pieds noirs, c'était un sujet attenant à la guerre d'Algérie. Et dans les années 60, eh ben écoutez, c'était plutôt la grande muette. Et voilà, il n'y a pas eu, dans les années 60, en France, de film traitant du conflit sur le sol algérien en tout cas. Donc ça va durer près de 10 ans après la fin de la guerre. Alors il y aura quand même dans les années 60 quelques films français qui vont évoquer le sujet, mais toujours dans l'Hexagone, voilà. Il n'y aura jamais de film sur les combats et le conflit en Algérie même. Alors, comme je vous le disais, donc, après la mort de De Gaulle, début 70, on va commencer à voir les premiers films parlant de la guerre d'Algérie, dont entre autres RAS d'Yves Boisset, un peu plus tard avoir 20 ans dans les Aurès, mais toujours que nenni, des pieds noirs, voilà. Alors attention, c'est quand même une communauté qui va être présente dans le milieu artistique, et essentiellement va être synthétisé par 2 personnes. Pour la chanson, c'est Enrico Macias qui s'y colle, voilà, du début des années 60 à aujourd'hui encore. Et côté cinéma et télévision, c'est Robert Castel, dont on parlait tout à l'heure. Robert Castel, juif pied noir également, né à Bab el-Oued en 1933. Il est toujours vivant d'ailleurs. Alors, Robert Castel œuvra en duo comique avec son épouse Lucette Sahuquet, décédée en 1987. Et également en solo, alors on l'a vu dans les années 70-80 dans beaucoup d'émissions de télé. Bon, ces sketchs, plutôt ces histoires drôles, pas toujours très fraîches, étaient racontées avec sa faconde et son accent pied noir, et voilà, bon, généralement ça faisait quand même rire. La plupart du temps, ces histoires mettaient en scène son improbable ami Kawito.
heure-ci, si on va rentrer au café, Cahuiton lui-même, Cahuiton en personne. Côté cinéma, là, Robert Castel fut beaucoup plus prolifique. Il devint rapidement l'éternel second rôle du fond de cuve des comédies françaises des années 60-70, avec parfois quand même des seconds rôles un peu plus sérieux, notamment dans le film d'Yves Boisset, Dupont-la-Joie, dans lequel il campait le gérant du camping, où le drame arrivait. Un rôle quand même un peu plus nuancé. Et à force de persistance, il finira par obtenir un premier rôle, et oui, dans un film que je n'ai pas vu, que vous n'avez pas vu, que nous n'avons pas envie de voir. Alors, c'est un film dont la seule caractéristique marquante est la longueur de son titre, l'un des plus longs de l'histoire du cinéma français. Alors, je cite, « Mais qu'est-ce que j'ai fait, ô bon Dieu, pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes ?» Je ne plaisante pas, preuve en image. Alors Mokhtar, tu crois que tu vas y arriver? Nous sommes en 1979 et lorsqu'Alexandre Arcadi réalise Le Coup de Sirocco, il arrive pratiquement sur un terrain vierge. Alors, c'est un film dans lequel il va évoquer ses souvenirs de juifs pieds noirs rapatriés, en les mêlant au roman de Daniel Saint-Amand, Le Coup de Sirocco, ce qui va donner à ce film une tonalité douce amère, qui évoque un peu celle du cinéma italien des années 70, avec des moments drôles, des moments parfois un peu cruels, et ça donne, c'est ce qui fait la réussite de ce film en fait, ce ton correspond parfaitement avec son sujet. Voilà. Alors c'est un film qui a, pour un premier film, qui a plutôt très bien fonctionné, 1 400 000 entrées France, une critique plutôt bienveillante, et voilà, la carrière d'Alexandre Arcadi fut lancée. Alors, 3 ans plus tard, il sort Le Grand Pardon. Le Grand Pardon, alors, qui s'inspire un petit peu des frères Zemmour, hein, truands juifs pieds noirs, qui défrayèrent la chronique dans les années 60-70, qui d'ailleurs firent peser quelques menaces sur la production, menaces qui furent rapidement écartées par le ministre de l'Intérieur de l'époque, et le tournage put se dérouler sans problème. Alors, comme je vous le disais en préambule, moi je trouve que Le Grand Pardon est un assez bon film. Et c'est essentiellement dû à son casting qui est quand même assez impressionnant, je dois le dire. Alors en vrac, je vous cite Roger Hanin, Gérard Darmon, Richard Berry, Bernard Giraudot, Annie Dupéret, Robert Hossein, Richard Boringer, Jean-Louis Trintignant évidemment, Jean-Pierre Bacry dans un petit rôle également, et la sublimissime Clio Goldsmith. Clio Goldsmith qui fut actrice starlette, diront les plus méchants, de 1980 à 1986, avant de tirer sa révérence et d'épouser un riche homme d'affaires. Tiens. Bon, écoutez, elle n'a pas laissé derrière elle une carrière impérissable, mais on peut dire qu'elle a durablement marqué la rétine des petits gars de ma génération. Pour résumer, Dieu bénisse celle-là. Bah là, pour le coup, la critique ne va pas être tendre, elle va même être un brin moqueuse, puisqu'elle voit dans ce film une sorte de sous-ersatz du parrain de Coppola. Alors, j'ai jamais trouvé du sens à cette analogie, mais bon, faut reconnaître, les deux films ont une entame quasi similaire. Le Parrain débute par un mariage, Le Grand Pardon par un baptême. Arcadi a toujours reconnu ce fait et dit que c'était un clin d'œil, un hommage au film de Coppola. Bon, le film parle effectivement d'un chef de famille qui baigne dans la criminalité, mais à part ça, je veux dire, les deux films ont un traitement tellement différent que voilà, ça ne m'a jamais sauté aux yeux. Alors si on tient vraiment à établir une filiation entre les deux œuvres, eh ben disons que Le Grand Pardon serait une sorte de rejeton illégitime, malpoli, rustre, terre-à-terre, et parfois même un peu glauque. Et ça tient essentiellement à l'interprétation de Roger Hanin en Raymond Bethune. Voilà. Bon, c'est-à-dire que là où Marlon Brando jouait un Don Corleone, tel un sphinx immeuble qui susurrait des directives métaphoriques à l'oreille de ses lieutenants, bon bah le gros Roger il y va carrément, il met les mains dans le cambouis, il distribue des coups de boule à qui le traite de gros, il accompagne ses hommes pour racketter un commerçant de quartier histoire de ne pas perdre la main, et sa principale source de revenus, ne l'oublions pas, c'est le proxénétisme. On peut pas dire que Alexandre Arcadi soit complaisant avec son personnage, et ça c'est une bonne chose. Voilà, moi ce côté un petit peu rude, sale, ça m'a plutôt plu, voilà. Alors, Roger Hanin, revenons sur lui, c'est vrai qu'il se délecte à jouer ce personnage, ça se sent à l'écran. Les auteurs d'ailleurs lui ont glissé quelques répliques devenues cultes aujourd'hui. Il y a 5 minutes, tu arrivais avec tes hommes, tu flambais, tu étais numéro 1.
Regarde maintenant. Tu es numéro 0. Tu es rien. Ça doit être dur de joindre les deux bouts. Ne vous inquiétez pas, commissaire. Chez nous, quelques olives, un petit bout de pain. On remercie Dieu. Autre élément jouissif du film, évidemment, c'est la confrontation entre Trintignant et Roger Hanin. Alors évidemment, le personnage de Roger Hanin, tout en exubérance, pied noir, et Jean-Louis Trintignant, le commissaire, tout en froideur et en obséquiosité ouvertement raciste, il faut bien le dire. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les motifs de sa haine envers le clan Bethune restent encore un peu fumeuses. Je ne vous aime pas, Bethune. Vous sentez l'huile. Et même si la critique ne fut pas très tendre, le film fut un succès au box-office et réalisa près de 2,5 millions d'entrées France. Pour résumer, je dirais que c'est du bon cinoche populaire à la française. Bon, c'est pas du Lars von Trier non plus. On n'est pas des Danois, hein? Donc nanti de ce deuxième succès, Alexandre Arcadi passe à troisième et peut-être un peu brutalement avec Le Grand Carnaval, un film au titre un peu prophétique, tant ce film effectivement présente dans certaines scènes des débauches de moyens assez impressionnantes. Alors là pour le coup c'est un très gros budget, voilà. Ça raconte en clair le débarquement des Alliés en Algérie en 1942, avec les Américains essentiellement, et l'histoire du personnage de Roger Hanin qui va profiter de cette soudaine arrivée pour mettre en place un marché noir qui va lui rapporter beaucoup d'argent. Et qui va le mettre également en conflit avec son ami d'enfance interprété par Philippe Noiret. Voilà. Alors c'est plutôt un bon film, Le Grand Carnaval, mais le film a été un peu boudé par les spectateurs. Le film a fait 1,3 million d'entrées, c'est quasiment ce qu'il avait fait pour son premier film, donc c'est un net recul. Donc en 1985, Alexandre Arcadi essaie de se refaire à la cerise et tourne un film avec Belmondo, Hold Up. Film sympathique, aimable, ça va, mais le film ne fera que 2,3 millions, peu ou prou son score du Grand Pardon. Pour Arcadi, c'est bien, pour Bebel et son staff, ils considèrent que c'est plutôt un échec. Lui qui sort des Morphalos, un de ses pires films, qui a quand même fait 4,6 millions. Donc voilà, ce sera un peu d'ailleurs le début du déclin pour Bebel. Bref. 87, là, Arcadi connaît l'un de ses pires bides au cinéma, c'est Dernier été à Tanger, avec Thierry Lhermitte et Valérie Agolino. Une tentative de film noir à l'ancienne se déroulant en Afrique du Nord, bon, c'était pas terrible, 400 000, un peu plus de 400 000 entrées France, c'est un de ses premiers vrais bides. 89, il revient un petit peu, il remonte un peu la pente avec L'Union Sacrée, avec Richard Berry et Patrick Bruel. Patrick Bruel d'ailleurs, qui joue dans Le Coup de Sirocco, son premier film, je le précise. Là, effectivement, il s'agit d'un polar plein de bons sentiments et un brin naïf, qui se laisse regarder un soir de dèche à la télé. 1,2 million entrées France, ça va mieux. Malheureusement, 2 ans plus tard, il commet l'erreur fatale, faire tourner Sophie Marceau. Oui, Sophie Marceau, l'actrice préférée des Français qui ne vont pas voir ses films. Celui-là ne fera pas exception, avec un honorable quand même 900 000 entrées France, mais c'est quand même pas terrible. Et 92, l'année de notre nanar, 92, Alexandre Arcadi décide de faire un pari, un gros qui tout double, avec une suite du Grand Pardon, son plus gros succès cinématographique. Alors, c'est vrai que sur le papier, cette suite peut avoir l'air très opportuniste, mais en fait, en réalité, le projet ne semble ne pas l'être tant que ça. Déjà, Arcadi fait quelque chose de bien, c'est qu'il recrute l'intégralité du casting du Grand Pardon. Petit rôle compris, donc ça c'est très bien. La logique de cette suite, elle tient la route aussi. 10 ans après qu'on ait vu Raymond Bethune emmené en prison par le commissaire joué par Trintignant, après qu'il ait mis une balle dans la bouche à Bernard Giraudot, qui ne l'avait pas volé, ce salaud. Roger Hanin sort de prison et retrouve sa famille à Miami. Voilà, alors le pitch n'est pas inintéressant. Sa famille donc s'est installée à Miami, où le fils, joué par Richard Berry, Maurice Bethune, est devenu un businessman prospère, aux affaires légales, je précise, mais malheureusement, qui décide de sortir de la légalité pour financer l'achat d'une île sur laquelle il doit bâtir un gigantesque complexe hôtelier. Donc il décide de mener un énorme deal de drogue, afin de financer la construction de ce complexe hôtelier, et pour cela il fait appel au meilleur passeur de drogue de tous les temps, un gars qu'on surnomme l'Indien. Malheureusement pour lui, tout ceci n'est qu'une sombre machination destinée à le faire tomber. Voilà, bon, alors on a vu pire,
Mais pour le coup, on se dit, why not? Et en allant voir le film, j'avoue que j'étais plutôt intéressé et heureux de retrouver ces personnages. Malheureusement, oui, Le Grand Pardon 2 est un nanar, mais un nanar lancinant, un nanar qui fait illusion pendant, allez, on va dire 20 minutes. Le film fait quand même pas loin de 2h30, hein. Donc pendant 20 minutes, on se dit que peut-être on va voir un truc pas trop mal. Et puis là, il y a quelque chose d'assez étrange. Le film, vraiment, sombre petit à petit, inexorablement, dans les eaux troubles du nanar. Alors contrairement à certains films, ceux de Bruno Mattei par exemple, où on est dans la daube de la première à la dernière image, là c'est quelque chose d'assez, une descente assez lente, inexorable, c'est vraiment le mot qui convient. C'est-à-dire qu'à chaque minute de film écoulé, le niveau baisse. On a l'impression que, au niveau de tous les compartiments de la production, tout le monde baisse les bras progressivement. Je veux dire, les scénaristes, les acteurs, les décorateurs, les costumiers, les responsables des effets spéciaux, tout part en sucette, mais lentement. Autant vous dire que sur la dernière bobine, on est carrément dans le grotesque le plus total. Voilà. Bon, je pense qu'on a assez parlé. Nous allons dépioter la bête ensemble et rigoler, j'espère. Alors oui, Alexandre Arcadi a réalisé son American Dream, il tourne à Miami, et ne semble pas avoir voulu éviter les clichés d'usage concernant la police dans les films américains. Non, vous ne rêvez pas, il s'agit bien de Jean-François Stévenin, teint en blond. Quand on arbore une calvitie, est-ce vraiment une chose à faire? Ça va le smoking? Ça va bien, non? Oh, très bien, oui. Bon, petite scène de comédie entre Benguigui et Alain. Là, pour l'instant, on se croirait plus dans La Vérité si je mens que dans Scarface. Chaque semaine, elle a une nouvelle opération. Le nez, la poitrine, les cuisses. Oh, les cuisses. Les cuisses, les yeux, les oreilles. J'ai dit, mais un écriteau, je t'en connais plus. Ah, Albert. Il paraît que t'es devenu riche maintenant, toi aussi. Et là, le film devient quelque peu méta, puisque nous voyons le jeune Alexandre Aja jouer avec une caméra et semble être passionné par son nouveau joujou. Voilà. Donc, 7 ans plus tard, pour information, il réalisera son premier film, Furia. Très bon choix de carrière, au vu de sa performance d'acteur. Grand-père, ton cœur, je te filme. Écoute, toi, tu m'appelles encore une fois grand-père, que je te fasse la tête, tu as compris? Est-ce que tu as compris? Merci, Jess, elle est géniale, j'adore. C'est rien. Quoi dire sur ce plan, si ce n'est qu'il est un petit peu chargé. Donc un homme de dos, sur une chaise, la plage, un cocotier, une cicatrice, un débardeur et un lézard qui monte le long de l'épaule du gars. Comme dirait Christina, il y a trop d'informations là. Ok. Well. Nice party. Bah, je vous balance le scoop, ce gars de dos là, qui se fait surnommer l'Indien, c'est Roland. Roland Bethune, et oui, le neveu de Raymond Bethune, qu'on croyait mort à la fin du Grand Pardon 1. Alors, Arcadi nous se fout légèrement de notre gueule, et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est qu'il fait même preuve de masochisme, puisqu'il nous montre le flashback où le personnage de Gérard Darmon se fait planter par un couteau, et comme vous voyez, la position de la cicatrice et la position, point d'impact si vous préférez, du couteau, semble assez dissemblable. Boys. Okay. Well. Nice party. 31 minutes et 45 secondes de film sont écoulées. On est toujours à la bar mitzvah. Certes, on a eu droit à quelques scènes périphériques, mais on est toujours sur la même grande scène. Bon, Arcadi trouve un subterfuge pour essayer de meubler, à savoir des chansons. Pas exactement du David Guetta. Tu sais
Comment se débarrasser sobrement, dignement d'un trafiquant de drogue concurrent? Alors certes, la scène est assez violente, assez sanglante, mais visiblement, au niveau du département effets spéciaux, on était en rupture d'hémoglobine pour le coup de grâce final. Là, ça reste très propre. Pas une goutte de sang, pas un impact de balle, rien. Explication du gros projet immobilier qui tient à cœur de Richard Berry, alias Maurice Petoun. Alors c'est ça ton île. C'est magnifique. Saruba. Aujourd'hui, elle est à moi. De Miami, 45 minutes en bateau, 15 minutes en avion pour jouer ton argent dans le plus beau casino des Caraïbes. Dans 18 mois, à peu près, ce serait une réalité. 5 sur toi, mon fils. 5 sur toi. Et ça y est, je le sentais arriver. Grosse engueulade, le tempérament pied noir reprend le dessus et c'est parti. Dans 2 minutes, tu vas me faire une leçon de morale? Et pourquoi pas, je pourrais. Je suis ton père. Oui. Mais aussi Raymond Betoun, l'ancien exploiteur des filles de la rue Blandel, le plus grand proxénète de France. Comme défenseur des grands principes, on fait mieux, tu permets? Tandis que toi, avec tes secrétaires, tes Steiger, tes limousines, tu te crois invulnérable, mais tu tomberas d'encore plus haut que moi. Mais qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'ils t'ont attendu à Miami pour faire la loi? Apparition du grand méchant de l'histoire, Pasco Meissner, interprété par Christopher Walken qui cachetonne allègrement. Mais même quand il cachetonne, même quand il joue dans ce genre de daube, il reste bon le cochon. Have to be the most stupid dogs in the world. They don't recognize the hand that feeds them. Vicious, cruel. Maybe that's why I like them. My enemies say it's because they're like me. Autre cachetonneuse américaine sur le retour, Jill Clayburgh, qui va avoir un coup de foudre pour le personnage de Raymond Betoun. On y croit moyen. Enfin, observez la technique de drague du monsieur quand même. It's been a long time since I've taken a walk with a woman like this. Please. Question, comment Raymond Betoun, garçon un peu rustre, qui a passé 10 ans en prison et qui vient de sortir, a appris à parler l'anglais? Alors, Alexandre Arcadi lui-même semble être embêté par ce petit détail et fournit une explication qui a l'air d'avoir été écrite à l'arrache. Je me suis dit, je tape mon anglais. Remarque, j'avais déjà commencé il y a 10 ans quand les Américains ont débarqué en Algérie. Alors, qu'est-ce que vous regardez en disant, tu apprends du vocabulaire? Eh oui, tu apprends du vocabulaire en disant. C'était facile. Là, mes amis, confrontation Hanin-Christopher Walken. Attention, choc des cultures. You don't like my company? Quite frankly, no. I don't like people sitting down at my table without being asked. I don't like people making remarks about the woman I'm with. In fact, come to think of it, there is nothing I like about you. Come on, Arnold, let's go. Listen, Pasco. I saw a lot of guys like you brought to jail. After a couple of days inside, we discovered they're pussies. Real pussies who start wailing the first time any shit goes down. You're telling me I'm a woman. I think maybe you got empty squishy balls instead of a brain. On the third day inside, we're butt fucking. Goûtez à cette délicieuse vanne de Jean-François Steven. Alors si je comprends bien, t'es vraiment un Indien, mais la tribu des pieds noirs. Bon, Arcadi nous épargne la scène de sexe entre Jill Clayburgh et Roger Hanin, mais il ne nous épargne pas la scène de lit, ou comment planquer 145 kg de barbac sous un drap. Profitons de cet instant pour faire un point sur la musique signée Romano Musumara,
Alors pour une fois, Arcadie n'a pas fait appel à Serge Franklin, qui avait fait du bon job sur Le Grand Pardon, avec une très belle musique et un très joli thème. Bon, là, pour les raisons qui m'échappent, il a fait appel à ce gars qui était essentiellement un musicien qui fit pas mal de dégâts dans les années 80, avec pas mal de morceaux au top 50, notamment pour Jeanne Masse ou encore Elsa. Pour être clair, quand il s'agit d'accompagner une scène à suspense, eh ben, je sais pas moi, entre potes, vous allez déconner, vous allez dire « ta-ta-ta ». Lui, il déconne pas, il écrit vraiment « ta-ta-ta ». Bon, ça y est, cette fois, Hanin est définitivement passé en mode racaille. On va leur donner un avertissement. Monsieur Betoun, ne rêvez pas. Ils sont chez eux ici. Pas plus que nous. Je veux qu'on sache dans tout Miami qu'on ne peut pas toucher à un cheveu des Betoun. Quand le gros Roger passe aux représailles, il ne fait pas exactement dans l'antispécisme. Betoun 1, Pasco 0. Bon, là, Arcadie nous fait un petit remake d'une des scènes cultes de Scarface. Betoun 1, Pasco 1. Bon, quand Joyce, alias Jennifer Beals, décide de quitter Maurice Betoun pour son bien, puisque un chantage l'oblige à espionner le clan Betoun pour le compte de la police, eh ben, Maurice se gère ça avec la classe qui lui est coutumière. Bon, et pour l'anecdote, Pasco Meissner, ce trafiquant de drogue chilien, est bien sûr le fils d'un SS qui a trouvé refuge en Amérique du Sud. My father was German. Officer. L'opposition avec Hanin, le juif pied noir, est subtile. Après avoir ourdi un plan machiavélique pendant près de 10 ans, Roland Betoun, alias Gérard Darmon, oublie tout ça sur un simple regard avec son oncle. Voilà, c'est beau l'amitié, c'est beau la vie, c'est beau l'amour, c'est beau la famille. Bon, alors là c'est la scène what the fuck, 27 ans après, je ne m'explique toujours pas. Donc voilà, Berry voit Darmon, part en coup de boule, sans savoir effectivement que Darmon est finalement apaisé et a oublié toutes ses envies de vengeance. Et alors qu'ils sont en train de faire le bisou de la réconciliation également, Richard Berry, alias Maurice Betoun, se fait plomber par l'homme de main de Pasco. La bande-son est un régal. Écoutez le cri que pousse Richard Berry alors qu'il vient de se prendre 2 balles. On a plutôt l'impression qu'il vient de se casser un ongle. Bon, quant à Gérard Darmon, lui, il est plutôt dans le râle suggestif. Et en trichant un peu et en mixant tout ça, bah, on obtient une bande-son un peu... Mort de Christopher Walken, toujours digne. Pasco Meissner's gonna die on his feet. Fuck you! Alexandre Arcadie décide de finir son film en apothéose avec une grosse baston finale, comme dans les vrais films américains. Pour Roger Hanin, alias Raymond Betoun, les cascades, ce sera non. Alors que les balles pleuvent à 1 mètre de lui, il la joue peinard. Le pas chassé, c'est pas pour lui. Bon, le jour s'est levé, comme vous le voyez. Je vais la faire courte. Bon, à la fin du film, Raymond Betoun, alias Roger Hanin, donc enterre ses 2 fils et ramène plutôt tout le clan Betoun en France. Voilà, terminé Miami. Alors, quoi vous dire sur ce nanar hallucinant ? Eh bien, c'est qu'il marque malheureusement le déclin
de la Côte d'Amour d'Alexandre Arcadi avec le public. Le film va réaliser 391 000 entrées, ce qui le classe dans le top 3 de ses pires bids, on peut le dire. Et ça a été vraiment le début de la fin pour ce cinéaste que j'appréciais à ses débuts en tout cas. Voilà, et pour information, son dernier film, 24 heures, qui racontait l'affaire Halimi, a été un bid cinglant et surtout date déjà de 2014. Il n'a rien réalisé depuis. Bon, il a peut-être d'autres activités dans la production, je ne sais pas, mais voilà. Donc, quoi vous dire d'autre? L'erreur du film, effectivement, c'est à la fois de tenter un pari, peut-être un peu fou, celui de faire une suite au Grand Pardon 10 ans après, mais c'est également de la situer aux États-Unis, quoi. Voilà, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'Arcadi a voulu réaliser son rêve américain et réitérer son plus gros succès au box-office, et malheureusement, la greffe n'a pas pris, quoi. Le mélange harissa ketchup a eu les mêmes effets que l'eau et l'huile, hein. Il n'y a pas eu de mélange. D'ailleurs, était-ce raisonnable de vouloir les mélanger? Le style pied noir, pittoresque, confronté aux méchants dealers sud-américains à Miami, voilà, ça ne pouvait pas de toute manière, je pense, raisonnablement fonctionner. Revenons à Arcadi, effectivement, il a planté son rêve américain, mais quelque part, finalement, son fils Alexandre Aja, qui, comme je vous le disais, joue dans le film le petit-fils Betoun, le petit-fils de Roger Hanin, qui était également déjà présent dans Le Grand Pardon 1, quelque part, lui est en train de réussir aux États-Unis, une vraie réussite à mes yeux, aussi bien commerciale qu'artistique. Il réalise vraiment de très bons films aux États-Unis, voilà, et j'espère que ça réjouit son papa Alexandre. Voilà, quoi vous dire d'autre? L'obsession n'est pas l'ennemi des grands cinéastes, hein. Vous voyez des gens comme Tarantino ou Scorsese qui souvent, effectivement, reproduisent, réitèrent. Bon, je vais évidemment pas mettre Alexandre Arcadi à ce niveau-là, pas déconner, mais disons que son obsession à lui, on va dire plutôt sa persistance, a fini au fil des ans par générer un genre à part entière, c'est-à-dire le film pied noir. C'est vrai qu'en dehors de lui, il n'y a pas eu beaucoup d'équivalents. Voilà. Alors peut-être qu'effectivement, le filon a fini par s'épuiser. Il y a 80% de sa filmographie qui parle de ça, ou dont les personnages sont issus de cette communauté, pied noir. Donc c'est vrai que peut-être qu'il a un peu trop tiré sur la ficelle, je ne sais pas. Mais voilà, il est comme Scorsese avec effectivement la mafia italo-américaine, Arcadi c'est le juif pied noir, son domaine de prédilection, et voilà, on peut pas lui enlever cette envie de parler de la communauté qu'il connaît le mieux finalement. Bon, voilà, je vais vous dire à très bientôt pour une critique ciné, dans quelques temps pour une critique nanar, parce que là pour l'instant je redémarre sur une page blanche. Merci à vous en tout cas, merci de me suivre, c'est vraiment très sympa, continuez, et puis aux autres, écoutez, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis à très bientôt, ciao. In a town ruled by drugs, violence, and corruption, Maurice Baton's power is absolute. Drug money's everywhere here. There isn't a $20 bill in Miami that doesn't have a little coke on it. That's how business is done. But Maurice Baton is about to learn. How much do you want? A ton of coke. Delivered here in Miami. We're talking an easy 100 million on the streets. That some deals are better left undone. It's a lot of money, Mauricio. I have faith in you. Everything's gone wrong at once. I just don't get it. These Cubans been playing king of the hill in Miami too long now. Pascal Meisner's gonna show them. Maurice Baton thought he could beat Pascal Meisner. You can't do anything without me. Hire some men. I want guards everywhere. He was wrong. I didn't kidnap his son. It's my guest. You're being stupid, Mauricio. I'm very angry with you. The son for the coke. Give me 3 days. You cross me, I'll cut your head off. You're the one who's going to die. Who's going to kill me? You? Could be yes. Christopher Walken. Amigo, I've looked death in the face.